BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e et dernier épisode de la saison 3 d'Impact PME. Vous le savez, ce grand événement organisé avec la CPME qui fait que les entrepreneurs rencontrent d'autres entrepreneurs autour des problématiques du moment, et Dieu sait si elles sont nombreuses, au premier rang desquelles peut-être bientôt, en tout cas déjà ça figure parmi les priorités des dirigeants, c'est se préserver de risques cyber. J'ai le plaisir aujourd'hui d'en parler avec vous, avec 4 invités, tous plus compétents que moi sur ce sujet, puisque j'ai la chance d'avoir Eric Greffier, qui est directeur technique de Cisco France. Bonjour Eric. Bonjour. Et qui est très impliqué dans les Jeux Olympiques, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet du moment. Avec également Marc Botterel. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous êtes le gérant de Starware Micro et vous êtes aussi le référent cyber de la CPME, donc vous connaissez bien ces sujets. Tout autant d'ailleurs que Jean-Noël de Galzin. Jean-Noël, vous êtes le fondateur de Walix et vous êtes un pro de la cybersécurité. Et puis on est en visio aujourd'hui avec quelqu'un dont le parcours m'impressionne, Cyril Zimmermann, président de la plateforme. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez? Un magnifique parcours d'entrepreneur. Oui, un magnifique... Bonjour à tous. On vous entend Cyril, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de la plateforme, vous êtes en visio de Marseille parce que vous y avez créé une magnifique école pour former en fait au numérique des générations qui sont souvent un peu à l'écart de ces sujets-là. Et on est ravi de vous accueillir même à distance. On va démarrer ensemble avec Eric Greffier parce que Cisco, je le sais, publie régulièrement en fait des études sur ces sujets qui sont les vôtres en fait et qui correspondent bien sûr au métier de Cisco et en tant que Cisco France. Il y a une étude très récente, donc ça tombe bien par rapport à notre planning. Qu'est-ce qu'elle dit justement aujourd'hui sur ces fameux risques cyber? Et notamment, est-ce qu'elle affecte autant les PME et les TPE? Racontez-nous les enseignements principaux. Oui, effectivement, nous avons une nouvelle étude depuis cette fin novembre. Et c'est une étude qui est plutôt sous forme de sondage sur 5000 RSSI d'entreprises de toute taille et de tous les pays. Et donc l'idée était d'extraire de cette étude les 5 bonnes pratiques, mais vues par les RSSI, les bonnes pratiques qui permettent de se protéger par rapport aux risques cybersécurité. Alors on ne va pas voir les 5 bonnes pratiques les unes derrière les autres, mais quand même, la première, tendances. Voilà, la première qui ressort de façon assez évidente, c'est en fait la mise à jour des technologies avec une statistique qui fait un peu froid dans le dos, surtout quand on regarde les statistiques liées à la France dans cette étude, qui est que 55% des technologies informatiques et de sécurité en France sur les PME-PMI sont obsolètes. Et comme on sait que les cybermalveillants utilisent beaucoup de vulnérabilités passées, puisqu'il n'y a pas de mise à jour... Et ben voilà, quand on dit obsolète, c'est quel type de technologie qui est obsolète? Parce que l'entreprise fonctionne pour autant, mais en quoi sont-elles obsolètes? Les mises à jour ne sont pas faites, sur tous les équipements actifs, que ce soit du PC, que ce soit de la partie réseau, ou que ce soit sur des technologies de cybersécurité également. Autre tendance lourde? Alors la deuxième tendance, c'est le besoin de technologies de sécurité plutôt bien intégrées. Le fait d'avoir le meilleur de la classe dans chacune des disciplines pose un petit problème à la fois de cohérence et de consistance. Donc il en ressort un besoin de pouvoir avoir des modules et des packages, on va dire, plus intégrés, solutions clés en main et qui couvrent un spectre beaucoup plus large pour rendre la vie beaucoup plus facile des entreprises. Vous dites qu'on ne va pas forcément les lister toutes, mais c'est intéressant quand même d'avoir en tête un petit peu, quitte à ce qu'après on débatte de ces différents sujets, quels seraient rapidement quand même les autres? Alors la troisième, c'est savoir répondre rapidement aux incidents. Bon, je pense que ça c'est assez... Quand il y a le feu en général, les pompiers arrivent vite, oui. Donc, encore faut-il avoir les pompiers? C'est peut-être un sujet. Notamment dans les TPE-PME, on en parlera peut-être aussi après. Voilà, la quatrième, c'est investir dans de vraies capacités de détection de menaces. C'est-à-dire que la notion de threat intelligence, comme on dit en anglais, n'est pas suffisamment utilisée par les entreprises, et notamment par les PME-PMI. Et la cinquième et dernière, c'est la capacité de reprise après incident. Donc on revient sur des choses assez basiques, faire des sauvegardes et être capable de pouvoir simuler de façon permanente la capacité de reprendre si on est touché par un incident. Est-ce que cette étude distinguait l'impact selon la taille des entreprises ou globalement elles sont toutes menacées de la même façon? Alors, il y a une distinction, puisqu'en fonction du profil des RSSI, on a pu catégorier un peu le type de clientèle Mais ce qu'il en ressort de cette étude, c'est que c'est à peu près les mêmes problèmes, à peu près les mêmes solutions. Je voudrais juste faire référence à une autre étude qui est sortie en 2020 sur la partie rançon logiciel, que peut-être les autres intervenants connaissent de chez Sophos, sur le fait que sur les grandes entreprises, il y avait 53% des entreprises qui avaient été concernées, et pour les 100 à 500 employés, c'était 40%
47% des entreprises qui avaient été concernées, donc pratiquement équivalent. Ouais. Donc, Alors ma question, Marc Botorel, n'était pas peut-être innocente, parce que cette émission s'adresse quand même principalement à des entrepreneurs dirigeants de TPE, PME, qui à l'évidence n'ont pas toujours une DSI, un CTO, etc., et qui sont peut-être encore plus vulnérables, aussi vulnérables, et peut-être moins équipés. Est-ce que vous avez également des chiffres au niveau de la CPME qui valident cette intuition que j'ai, qui est peut-être fausse, hein? Alors c'est difficile d'avoir des chiffres, j'en discutais ce matin avec Jérôme Notin, le directeur général de cybermalveillance.gouv, on n'a pas de chiffres, et c'est aussi la raison pour laquelle cybermalveillance.gouv.fr a été missionné pour mettre en place l'Observatoire de la menace en France, pour pouvoir justement qualifier cette menace. Mais comme on l'évoquait juste avant, Philippe, un dernier rapport du ministère de l'Intérieur indique que, par exemple, sur les rançongiciels, seul un cas sur 267 est déclaré aux autorités de police. Donc on a aujourd'hui une attitude des TPE-PME qui sont, je dirais, on a honte de s'être fait rançonner ou attaquer. Ah oui. Alors qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde. Même les plus grandes sociétés aujourd'hui se font avoir. Même des sociétés informatiques qui sont pourtant les sachants. Donc il n'y a pas de honte à avoir. C'est une menace qui touche tout le monde. Et il faut absolument faire cette déclaration auprès des autorités. C'est aussi le seul moyen qu'on peut avoir d'essayer d'évaluer la menace. Et je disais d'ailleurs que ça s'est tellement amélioré, la qualité, en fait, pour tromper les gens. Il paraît qu'entre l'intelligence... Il y avait un article récemment, il y a 2 jours là-dessus, en disant qu'en fait, même les meilleurs experts peuvent presque se laisser prendre. Il y a moins de fautes d'orthographe, tout ce qui permettait de les repérer, les adresses mail deviennent cohérentes, etc. C'est toutes les technologies, malheureusement, ont un bon côté. Si on prend Starware, un bon côté de la force et le mauvais côté de la force. Starware, d'ailleurs, que fait Starware d'ailleurs? C'est votre métier, Starware c'est ma société, fait de l'infrastructure et de la cybersécurité pour les TPE, PME et les petites collectivités. Et elles sont assez sensibilisées à tout cela? Non, pas assez. On a fait un progrès, on va dire, depuis 2 ans, depuis la crise. La crise a été bénéfique quelque part sur la prise de conscience des chefs d'entreprise de la cybermenace, puisqu'elle a explosé depuis 2 ans. Oui, parce qu'en plus, les gens étaient à domicile, leur PC le télétravail est considéré pour être responsable de 20% de l'augmentation des cyberattaques aujourd'hui. Et ça va durer, entre crise sanitaire et nouveaux styles de travail. Et puis, comme vous le savez, majoritairement, vous ne me contredirez pas, la majorité des attaques réussies commencent souvent par un mail frauduleux ou une tentative de vous envoyer sur un site web compromis. C'est donc l'utilisateur qui est responsable d'ouvrir le document ou d'aller sur le site. Et aujourd'hui, bien évidemment, les hackers surfent aussi sur la période anxiogène que nous vivons. On a pu voir au début du confinement, par exemple, des mails soi-disant venant de l'ARS où on demandait aux gens de se préinscrire pour aller dans les hôpitaux en fournissant tous leurs pédigrés. Et les gens y allaient. On n'a pas encore évoqué la problématique des 650 mots de passe, n'importe quoi, qu'on ne met jamais à jour, qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont n'importe quoi. Jean-Noël de Galzin, je dis que vous êtes vous aussi un expert, vous êtes le PDG fondateur de Walix. Peut-être un mot sur Walix et puis un complément sur ce qu'on est en train, ce premier tour de table en fait. Nous, on est éditeur de logiciels de cybersécurité et on est spécialisé sur la sécurité de l'accès. Et effectivement, on est dans un monde nouveau où le numérique est accessible à tous et on a besoin, pour accéder à tout, d'être relié par le numérique. Donc, nous sommes spécialisés là-dedans. Nous sommes 250 personnes. TPE, PME, c'est votre cible? Nous, on a à peu près 1600 clients, effectivement, 1200 clients PME, ETI, start-up, ou collectivités locales, ou établissements de santé. Est-ce que vous validez ce premier constat que faisait Eric Greffier de Cisco sur justement les principaux sujets? Est-ce que ça résume à peu près bien la situation? En fait, pour résumer, il faut partir du principe un petit peu, on peut faire une analogie avec ce qu'on vit à travers le Covid. Il y a une problématique de risque de pandémie numérique aujourd'hui. Tout le monde utilise le numérique, tout le monde est une PME en soi ou une TPE. Chaque personne, chaque famille, chaque entreprise, petite, grande, est une TPE ou une PME en soi, interconnectée grâce au numérique, avec lequel on garde un lien social, un lien professionnel ou familial. Et donc, on va devoir vivre avec le risque numérique. C'est peut-être ce qui est nouveau. Donc, des risques et des études, il en existe énormément. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut mettre à jour, qu'il faut faire des sauvegardes, avec l'idée qu'il faut faire attention à ses accès, aux mails qu'on reçoit, à être équipé d'un antivirus, à protéger, on va dire, le plus grand nombre. Et je pense que pour ça, il y a des recettes assez simples. Il existe des offres. D'abord, de plus en plus d'entreprises se positionnent sur la sécurité des PME. Il existe aussi un besoin réel de formation, parce que peut-être ce qui fait la différence entre les petites organisations et les autres,
c'est la formation, c'est la sensibilisation. Et quand on parle de formation, sensibilisation, ça n'est pas la formation pour devenir un expert en cyber ou un développeur. Pour être simplement vigilant. Ce sont ce qu'on appelle les gestes barrières en matière sanitaire. Oui. Il existe des gestes d'hygiène. Et donc, il y a l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, publie chaque année d'abord un rapport sur la menace. Et effectivement, le directeur général, Guillaume Poupard, a dit que nous avions eu 4 fois plus de malware en 2020 qu'en 2019. Et cette tendance continue à s'accroître. Et deuxièmement, ils ont publié des recommandations dans le cadre de France Relance, de la relance numérique à laquelle nous avons participé. Nous nous sommes mobilisés pour ouvrir les accès de manière sécurisée. Eh bien, il y a, on va dire, 10 solutions qui sont recommandées par l'ANSSI, sur le site de l'ANSSI. Allez sur le site de l'ANSSI. voir. Oui, très rapidement, j'aimerais donner la parole aussi à... Allez-y, un instant, un mot. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, parce que comme on parle aux PME, c'est le cheval de bataille de la CPME aujourd'hui, au travers du guide que l'on a coédité avec l'appui de l'ANSSI, qui sont les 12 règles de base de l'hygiène informatique à mettre en œuvre, qui sont des règles simples. Et je terminerai juste en disant, on a plongé les gens très rapidement dans le numérique sans leur en donner les codes. En tout cas, voilà, on va éviter de donner les 12, mais allez voir ces informations. On va continuer bien sûr à débattre. J'aimerais aussi donner la parole à Cyril Zimmermann. On évoquait la compétence et la formation. Vous êtes, vous, Cyril, dans la formation de jeunes, puisque vous avez fait, je rappelais que vous avez créé notamment iMedia, qui est une magnifique entreprise. Et puis, un temps en Californie, vous avez fait comprendre qu'il existait des écoles qui formaient notamment au numérique des populations de primo-arrivants aux États-Unis. Et ça vous donne envie, justement, que cette population de gens, notamment de banlieue, notamment, pouvait aussi être formée au numérique et créer notamment cette matière première, enfin plutôt cette génération de compétences en fait, de codeurs et de gens qui vont aider les entreprises et les TPE, PME à se lancer dans cette aventure numérique. Alors vous n'êtes pas spécialiste dans la cybersécurité, mais ça me paraissait intéressant de vous avoir parce qu'il y a un événement important. En plus, vous êtes en train de créer un campus. Est-ce qu'on peut dire un mot de tout cela ? Oui, alors l'école a maintenant un peu plus de 2 ans. L'idée, c'est qu'elle soit ouverte à tous les publics. Donc on n'est pas spécialisé en fait sur un public plutôt qu'un autre. On a des étudiants qui viennent de milieux très défavorisés, on a des étudiants qui sont diplômés de titres universitaires ou d'écoles et qui viennent se spécialiser à la plateforme. Notre credo, c'est le mélange des publics et l'accessibilité maximale. Et parmi nos cursus, on a du développement web, on a de l'intelligence artificielle et on a aussi de la cybersécurité. Et on a 3 cursus sur la cybersécurité parce que effectivement c'est un des besoins dont on a vu le développement depuis 10 ans, mais ça fait 2 ans maintenant que ça fait la une de l'actualité, mais ça fait 10 ans qu'on voit monter ces besoins. À l'époque, quand j'étais encore à Paris et que je dirigeais une association qui s'appelait l'Axel, qui était une association pour la numérisation et la digitalisation des entreprises, on voyait que finalement, c'était autant un problème de formation des dirigeants qu'un problème de formation en fait, des équipes et de ressources humaines. Donc le credo de la plateforme, c'est de former des jeunes et des moins jeunes et aussi de former les dirigeants parce qu'un dirigeant exposé à un problème de cybersécurité a toujours le problème de savoir quel doit être son premier réflexe. Donc il y a des gestes barrières, des gestes d'hygiène naturelle dont on parlait tout à l'heure, mais au-delà de ça, c'est après à qui s'adresser. Quels sont les prestataires en fait, auxquels je peux m'adresser et qui sont adaptés à la taille de mon entreprise. Et puis combien ça va me coûter. Et puis après, quel type de ressources je dois recruter, par quoi je dois commencer. Donc tout ça, c'est la formation finalement qui ne prend pas forcément énormément de temps, mais qui doit être vue et répétée pour que ça soit intégré par les cercles dirigeants. Et puis après, on le voit à Marseille où nous sommes et au niveau national, l'ensemble des entreprises ont du mal à recruter des ressources en cybersécurité, soit elles ne les trouvent pas, soit elles les trouvent en fait à des budgets qui sont au-delà de ce qu'elles pouvaient mettre sur la table parce qu'il y a une telle pénurie de ressources en fait que les salaires montent très vite. D'où l'idée de créer cette école qui aujourd'hui a 400 étudiants 2 ans après son ouverture et qui vise à en avoir 3000 d'ici 2025-2026. À travers notamment ce projet de campus que j'évoquais. Exactement. Et le campus, qui sera un campus urbain face à la mer dans le centre de Marseille, sur 25 000 m², accueillera l'ensemble des formations aujourd'hui et de celles qu'on va développer dans les prochains mois pour plus de 3000 étudiants formés chaque année. Et on les trouve facilement ? C'est la mer et le soleil qui les attirera ou c'est que ce marché est explosif et ils savent bien qu'ils trouveront un job assez facilement ? Ils savent qu'ils trouveront un emploi qui est bien rémunéré et qui est évolutif. C'est à nous de leur faire savoir aussi.
C'est à nous de démystifier en fait ce que sont les métiers de l'informatique, du développement et aussi de la cybersécurité. Et donc ce travail de communication, de démystification doit se faire le plus tôt possible dès le lycée, pendant les études qui sont commencées et qui peuvent être prolongées à la plateforme. Et aujourd'hui, on n'a aucun mal à recruter parce qu'il y a un énorme appel d'air. Et l'incohérence de la situation de notre pays, c'est qu'on sait qu'on a des besoins, que ces formations peuvent adresser des publics très larges, déjà diplômés, moins diplômés, pas du tout diplômés, mais sur des formations de 1, 2, 3 ans, on arrive en fait à former de très bons experts. On va jusqu'à 5 ans de notre côté, mais effectivement, à partir de 2 ans, on peut avoir de très bons experts. Et que l'ensemble du dispositif d'enseignement supérieur privé et public dont on dispose aujourd'hui dans notre pays ne forme pas la totalité de la population qu'elle pourrait former, parce que soit c'est un système universitaire qui parfois ne convient pas à tout le monde, soit ce sont des écoles privées dont le coût d'accès est assez prohibitif. Et donc, par le modèle de recours à l'alternance que nous avons mis en place et donc l'absence de frais de scolarité, on a une capacité à intégrer tous les publics. Ceux qui ont les moyens mais qui trouvent que le modèle pédagogique et le cursus de la plateforme en fait sont intéressants et prometteurs, comme ceux qui n'auraient pas les moyens de suivre des cursus dans des écoles privées traditionnelles ou d'aller à l'université. Merci Cyril Zimmermann. Éric Greffier, est-ce qu'on sait combien ça coûte à l'économie française? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, vous qui avez beaucoup de chiffres chez Cisco France sur ces sujets ou pas? Non, j'ai pas de chiffre qui vient en tête. Et puis, comme le disait très bien, comme la plupart des entreprises omettent de déclarer quand il leur arrive un problème, Oui. ce que l'on sait, ce que l'on dit, c'est qu'en moyenne, c'est 2,8 millions d'euros ou 3 millions de dollars à peu près le coût d'une attaque informatique. Hein, ça, C'est en moyenne le coût d'une attaque. Pour une grande Voilà. entreprise. Pour une grande entreprise. Mais le fléau, la cybercriminalité, c'est le premier PIB mondial. Ouais. Au niveau mondial, c'est plus de 6 000 milliards de dollars annuellement. C'est les revenus de la Exact. de la Ce sont les cybercrime. coûts. Ce sont les coûts, les coûts. impacts. C'est-à-dire, aujourd'hui, une PME, il y a une autre étude aux États-Unis qui a mis en évidence que 80% des PME qui étaient attaquées, qui étaient victimes d'une attaque informatique qui bloquait son activité, risquaient la faillite Oui, parce que j'ai dans pas les évoqué 2 ans ça. qui suivent. C'est quoi potentiellement les risques encourus? L'arrêt d'activité. L'arrêt d'activité, tout simplement. Ouais. L'arrêt d'activité, on se fait voler son fichier client, on se fait voler sa propriété intellectuelle, on ne peut plus continuer tout simplement son activité, on peut être bloqué pendant plusieurs semaines. Donc il faut se prémunir contre la cyberattaque. Mounir Majoubi, à l'époque où il était secrétaire d'État au numérique, disait « Si 23 000 PME françaises se font bloquer en même temps, c'est toute l'économie qui s'arrête. » Parce que les PME sont aussi les sous-traitants des grands groupes, Bien sûr, des bien sûr. administrations, des Bien sûr. hôpitaux. On n'imagine même pas quand on voit à quel point la chaîne logistique est complètement en ce moment C'est ça. disruptée par plein ça. d'éléments. Mais alors Marc Botorel, quand j'entends ça, pourquoi les patrons de PME, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui dans cette émission qui leur est consacrée? Ce qu'il faut leur dire, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qui ressort du baromètre de la Fédération française de l'assurance, c'est qu'aujourd'hui, le risque pour une entreprise, le risque numéro 1, c'est le risque cyber. C'est déjà le cas Devant depuis tous les 2 ans. autres. Devant tous les autres. Incendie, vol, tout ce que vous voulez, le risque est classé numéro 1. Et dans les projections de la FFA, à l'horizon de 2025, c'est toujours le risque numéro 1. Il est même qualifié de létal, Oui. comme vous l'expliquez justement. Létal, donc mort de la société. C'est ça. Donc il faut qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, ils doivent se protéger, soit par les moyens physiques, de protection classique que vous représentez, par la formation, mais également tout le risque résiduel par une cyberassurance. Alors comment doivent faire les TPE-PME qui n'ont pas forcément quelqu'un qui est dédié à ces sujets-là? Est-ce que ça doit être la priorité absolue du dirigeant? Est-ce qu'il faut qu'il confie ce sujet parce qu'il n'en a peut-être pas le temps à quelqu'un dans l'entreprise? Quel est le bon conseil à Chacun donner son en métier. fait Si vous permettez, je vais faire une réponse puisque la sûr. CPME est aussi un des Bien bons sûr. promoteurs de cybermalveillance.gouv.fr. Il a été lancé cette année, donc il y a déjà plus de 1200 professionnels référencés sur la plateforme. La plateforme servant d'intermédiation entre une cybervictime et des prestataires qui sont référencés par la plateforme. Et depuis le début de cette année, un nouveau label a été créé qui s'appelle Expert Cyber, qui a été annoncé par Cédrico au mois de juillet et qui est relancé actuellement par des campagnes de publicité sur les réseaux. C'est un label qui a été créé par Cybermalveillance, qui est octroyé à l'issue d'un audit par la FNOR. Aujourd'hui, il y a environ 130 labellisés en France et ce sont des sociétés qui ont montré leurs compétences pour sécuriser les entreprises et particulièrement les TPE-PME. Donc mon seul conseil, c'est utilisez cette plateforme gouvernementale. Vous êtes victime, faites appel à un prestataire pour vous aider. Vous avez besoin de vous sécuriser, faites appel à un prestataire labellisé Expert Cyber
pour vous mettre en conformité et vous protéger. Alors, Oui, et puis, vas-y. Oui, je pense que nous, notre rôle pour la partie, on va dire, solution, pour Oui. nous, c'est de packager, de Voilà. simplifier, Voilà. de faire en sorte que finalement le coût d'implémentation soit le plus faible possible. Je vais vous demander, Ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même des experts pour quand même regarder ce qui se passe. Donc Ouais. là-dessus, on est vraiment complémentaires, mais nous, on a un vrai rôle à jouer pour mettre les choses de façon beaucoup plus simple à disposition des TPE. Est-ce que vous arrivez pour convaincre d'éventuels réticents, parce que qu'en vous écoutant, on ne peut pas l'être, mais pour autant moins sensible, à chiffrer pour une TPE-PME Oui. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Enfin, l'idée, Oui. je me dis, bon, je vous écoute, vous avez évidemment raison. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me faire, de la même façon qu'on va devoir faire un bilan RSE, est-ce que vous pouvez me faire un bilan Oui. numérique pour savoir où est-ce que je suis? Non, mais on peut vous comment faire vous- ouais, on dites-moi. peut vous dire, on peut vous conseiller sur les bonnes pratiques. Je reviens aux bonnes pratiques. D'abord, les labels, il en existe beaucoup. Donc, Expert Cyber, les labels, il en existe sur le site de l'ANSSI. Il existe un label qui s'appelle France Cybersécurité qui met en évidence les solutions, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut avoir à l'esprit qu'une bonne pratique, d'abord, c'est on a un budget informatique dans une société. 10% au minimum de ce budget informatique annuel doit être consacré à la D'accord. cybersécurité. Ça 10%. monte à 15% aux États-Unis, 22% en Israël. Donc nous C'est un sommes bon à argument. 3, Prenons exemple sur Israël. nous sommes de On sait 3, qu'ils sont très bons. on sait ce qu'on fait par exemple dans le sanitaire. Ouais. On est de 3 à 5% en France aujourd'hui. Donc on est très très loin. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que je dirais, prenez un référent cybersécurité. Dans l'entreprise. Un référent dans l'entreprise. Prenez une personne qui va regarder ces choses-là, qui va éventuellement suivre une formation et qui va être à même de vous aider, de guider dans les choix. Ensuite, les solutions elles-mêmes coûtent quelques centaines d'euros par Je vais mois. vous donner un exemple. Il en existe de nombreuses Ouais. pour je pense à des solutions comme Ozone, je pense à des solutions comme Cybervadis ou d'autres qui font un audit permanent de votre système. Allez voir sur leur site. Audit Je vais y aller. permanent en ligne Je vais y et aller. gratuit. Vous m'inquiétez tous les trois, Et je vais y aller. gratuit. Par exemple, je prends l'exemple de CyberCheck PME 360 degrés. Vous allez sur le site. En permanence, vous aurez un tableau de bord qui vous dit où vous en êtes sur votre sécurité. Et derrière cela, vous serez équipé au fur et à mesure en mode SaaS avec les équipements qu'il faut. Et allez voir aussi les fournisseurs d'accès Internet, ceux qui ont des marketplaces et qui fournissent en ligne, en mode SaaS, des solutions hyper D'ailleurs, simples. juste, j'ai pas posé la question, à mais utiliser. je vais faire réagir Marc Botorel, mais en vous écoutant, je me demandais si le fait que certaines entreprises ont encore des serveurs qui ne sont pas en cloud, en mode SaaS, etc., est-ce que justement il faut aussi basculer pour être dans le cloud? Est-ce qu'on est plus sécurisé quand on bascule dans le cloud ou pas? Eric Non, je souris parce qu'il y a quelques chiffres dans l'étude qu'on publie Ouais. qui sont quand même très intéressantes. Ouais. Où d'un côté, on a le sentiment que c'est beaucoup plus simple et finalement, on sous-traite finalement au cloud provider la gestion de la sécurité, ce qui d'une partie est vrai, mais de l'autre côté, il se trouve qu'il y a plus d'attaques dans le cloud. Donc Il y a à la plus fin, d'attaques, Exactement. à la Et fin, si c'est Donc, c'est une mauvaise indisponible, intuition que j'ai, et là. si c'est indisponible, Ok. si c'est indisponible dans le cloud, tout s'arrête. Bah oui. Vous voyez. Et Donc, Pour c'est rebondir le sur ce que contre-point. Oui, vous Marc disiez, Botorel, allez-y. oui, j'ai fait un petit exercice il y a peu de temps lors d'une journée au Sénat pour prendre un exemple pas fictif, mais une société de 10 personnes faisant 1 million de chiffre d'affaires annuel. Donc voilà, cible classique TPE. Et j'ai ajouté bout à bout le type de solution que ma société revend, classique. Antivirus, anti-spam, sauvegarde dans le cloud, enfin la sauvegarde avec les bonnes pratiques 3-2-1 comme on dit, cyberassurance, plateforme de sensibilisation. On arrive à un total, première année il y a un peu d'investissement matériel, notamment pour la sauvegarde, mais on arrive grosso modo à 1 à 2 jours de chiffre d'affaires annuel investi en cybersécurité. Donc je vais simplement conclure là-dessus en disant aujourd'hui, une société ne se pose même pas la question de prendre une responsabilité civile. Ce n'est pourtant pas obligatoire. Voilà. Pourquoi on ne mettrait pas les moyens en place, Voilà. cyberassurance incluse, pour protéger Bien sûr. son patrimoine? Une dernière question à Cyril. Il nous reste à peine une minute et demie, mais une question rapide. Vous allez former 3000 jeunes prochainement. Je suis de TPE, PME. J'aimerais bien en embaucher un. Comment je fais? Comment est-ce que je vais recruter vos talents? Alors, juste avant de répondre à votre question, pour rebondir, je crois effectivement que les solutions en mode SaaS, en fait, c'est-à-dire sur abonnement, et il y en a quelques dizaines d'euros par mois même qui permettent de faire des diagnostics en fait sur la solution pour les TPE-PME en fait en premier accès. Il faut passer par là. Il y a Ozone, il y a Gardea à Marseille. En fait, il y a plein de sociétés qui proposent ça. Et derrière, ça permet d'avoir accès à un interlocuteur qui va vous guider et vous ouvrir en fait le panel de solutions adaptées à votre situation. Et nous après, tous nos étudiants, à partir de la deuxième année, sont en alternance. Et je trouve que l'alternance dans les domaines de sécurité, c'est aussi un bon moyen pour les TPE-PME, à moindre coût, de commencer à avoir une ressource humaine qualifiée qui vient les aider.
Et après l'alternance, là, l'entreprise a la possibilité d'embaucher. Elle a déjà testé sa relation avec le jeune ou la jeune personne. Et ça permet d'avoir en fait une entrée très douce, mais très rapide et très efficace dans le monde de la cybersécurité, sans avoir les difficultés de recrutement et sans avoir mille et un questionnements à faire avant de commencer à bouger et d'agir. Donc l'alternance sur les études en cybersécurité, je trouve que c'est une très bonne idée. Et évidemment, pas de problème quand on est étudiant à la plateforme pour trouver un stage en alternance, il y a une forte demande. Absolument. Donc même pas besoin de faire la pub, mais au moins. Et en plus, ils sont prêts, évidemment, j'imagine, à aller dans toute la France. Merci, Absolument. monsieur. Oui, un dernier mot. 30 Il y a secondes. un grand plan qui a été lancé le 18 février dernier sur la cybersécurité au niveau national. Il y a 40 000 emplois directs qui vont être créés dans les 3 ans qui viennent dans ce domaine précis, direct. Et au moins 3 à 5 fois plus emplois indirects. Donc il y a énormément de travail à faire pour les gens qui veulent se lancer dans des nouveaux métiers autour de la cybersécurité. Et moi, je pense que c'est une cause qui doit devenir nationale. Aujourd'hui, on équipe les hôpitaux contre la cyber. Demain, il faudra équiper toutes les PME contre les risques cybersécurité. Enfin, Eh ben, il faut- j'espère faut voir on doit conclure, mais j'espère en tout Désolé. cas qu'on y aura un peu contribué ensemble aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci à Cyril Zimmermann, président et fondateur de la plateforme. Merci Eric Greffier, directeur technique de Cisco France. Merci Jean-Noël Degalzin, le PDG fondateur de Walix, et Marc Botorel de Starware Micro et également représentant du sujet cybersécurité à la CPME. C'est la fin de ce dernier épisode de la saison 3 d'Impact PME. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour la suite de cette belle aventure menée en collaboration avec la CPME. Bonne fin de journée à tous, bonne fin d'année et à très vite. Ciao. Impact PME l'hebdo.